d'abord, avant tout. Alors, ce n'est pas toujours le nombre qui compte, mais la qualité, pour la qualité de Madame la ministre, puisqu'on dit maintenant Madame la ministre. Je vais, si vous permettez, faire une petite présentation de biographie, puisque tout le monde l'a. Et puis, je vous dirai peut-être quelques mots pour encadrer le débat en notre titre, l'Europe, réalité, objectif ou utopie. Voilà le cadre qu'on a convenu. Rachida Dati, personnage atypique de la gente politique française, parcours exceptionnel, icône médiatique. On peut être tout cela à la fois lorsque l'on pense à la carrière de cette deuxième fille d'une famille marocaine de 7 enfants, devenue ministre de la Justice en France. 11, excusez-moi, il faut la rajouter. Ce serait dommage de l'oublier. Oui, voilà. Vous entrez mes excuses. Ou 4 autres. Donc, devenu ministre de la Justice, garde des Sceaux en France. À la force du poignet et parfois en jouant des épaules dans un monde où tous les coups sont permis, vous êtes arrivé à ce parcours et à cette position. 2 années de médecine et 2 autres pour un DEUG, on ne va pas donner tous les détails, DEUG en sciences économiques avant de décrocher une maîtrise en administration des affaires, puis un diplôme d'auditrice. C'est là où vous rentrez dans le domaine de la justice et pour parvenir au sommet. Mais nous ne sommes pas là aujourd'hui pour détailler le cursus de Rachida Dati. Nous sommes là pour souligner son succès aussi bien en tant que ministre, maire du 7e arrondissement de Paris et depuis 2009 députée européenne. Si vous voulez mieux connaître cette success story, je vous renvoie aux 122 notes qu'on trouve sur le net, et on en trouve certainement d'autres, des centaines, que vous pourrez lire comme un roman intéressant, passionnant, puisqu'il contient des articles et des livres. Tout ça est étayé d'obstacles souvent surmontés, de coups de griffe, tel que ça arrive dans le monde politique, souvent mérités par les autres, bien sûr, et aussi comme un hymne à la grandeur de la France. Votre histoire, un hymne à la grandeur de la France. Nous sommes là cet après-midi avec Rachida Dati pour l'entendre en tant qu'élue européenne sur le thème suivant: l'Europe, réalité, objectif ou utopie. Chers confrères, chers consoeurs, j'aimerais vous demander à l'heure des questions-réponses de vous cantonner au thème de cette conférence, aux questions politiques. Toute question d'ordre personnel pourrait rester au mieux sans réponse et au pire une des réparties cinglantes à la Dati. Alors, faites votre choix. Avant de donner la parole à Madame la ministre, je vous rappelle d'éteindre ou de mettre votre portable sur vibreur et surtout de vous présenter avec le nom de votre média. Si vous êtes journaliste indépendant, vous dites journaliste indépendant. À vous la parole, Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président, pour cette présentation bienveillante. Je suis toujours très surprise quand j'ai une présentation bienveillante, parce que je m'attends toujours au pire. Et quand c'est comme lorsqu'on me pose des questions en disant finalement qu'est-ce que vous pouvez espérer de mieux, je dis toujours que si ma vie avait été rêvée, si à 20 ans j'avais dû décrire le rêve de ma vie, je pense qu'il aurait été en deçà de ce que j'ai pu vivre et de ce que je vis d'ailleurs. Mais donc quand on me dit qu'est-ce qu'on peut espérer de mieux, je dis de mieux, j'en sais rien, et c'est toujours hypothétique.
Mais de pire, je sais qu'on peut faire pire et que je peux encore même subir le pire. Donc, je voulais vous remercier de la description, encore une fois, de manière bienveillante. Vous parliez de ma vie familiale, oui, famille nombreuse, oui. Ce qui était frappant dans le parcours, il n'y a rien d'exceptionnel. Il n'y a rien d'exceptionnel. J'ai fait des études comme des millions de jeunes à l'époque où j'ai eu des diplômes universitaires. J'ai pu avoir des emplois. J'ai commencé comme comptable, j'ai terminé directeur financier, puis ensuite j'ai intégré la magistrature à l'issue de cette expérience professionnelle en privé. Mais ce qui était un petit peu, ce qui sortait un peu de l'ordinaire, c'était plutôt effectivement sur l'origine ou la condition sociale pour pouvoir accéder à des fonctions, des responsabilités, où en France, alors que je dois tout à la France, à son système éducatif, à la notion d'égalité et d'accès à l'école gratuite d'ailleurs, même si je suis allée dans un établissement privé. Mais c'est la preuve que si mon parcours est décrit de la manière toujours un peu sous l'angle de l'exception, c'est que malgré l'absence d'exception dans le parcours, c'est que quelque part, on a une élite qui est extrêmement conservatrice, pour ne pas dire très sectaire, sur l'accès aux responsabilités ou à la promotion. Alors, c'est vrai que moi j'ai été très fière, très honorée, très émue de pouvoir, en une génération, parce que mes parents sont arrivés dans les années 60 en France, dans le cadre de l'immigration économique, totalement analphabètes, en une génération, que leur fille puisse devenir garde des Sceaux de la France, c'était effectivement assez exceptionnel. Alors après, le parcours politique, la vie politique, vous indiquez les coups de griffe, parfois je dirais les uppercuts, je ne peux pas dire les coups de poing, mais l'essentiel c'est de ne pas être KO, jamais. Vous pouvez être KO debout, mais en tout cas vous n'êtes pas à terre. Donc ça c'est ce qui un peu, je pourrais dire, parfois peut décrire ou qualifier la vie politique. Mais moi si les choses, en tout cas certaines, ne m'atteignent pas, ce qui est désagréable, parce que vous avez dit effectivement sur les questions, notamment c'est les ragots, les calomnies, vous avez beau les démentir, ça reste. Alors au bout d'un moment, on passe outre, on dit c'est pas l'essentiel, c'est de continuer, parce que vous passez sinon beaucoup d'énergie à essayer de démentir ou de démonter ce qui peut être dit de désagréable. Alors c'est vrai que je suis arrivée à la politique très tard, par rapport à des parcours classiques politiques. J'y suis arrivée politique au sens partisan. Mais mon parcours politique comme militante, il est depuis toujours, si je puis dire. Il est depuis toujours, parce que vous avez tous connu ça, c'est qu'à un moment donné, on veut un peu partir de ses parents, on veut faire mieux que sa famille, et puis à un moment donné, on a des rêves qu'on essaie de réaliser. Moi, je voulais absolument être libre, et je voulais avoir les moyens de ma liberté. Et les moyens de ma liberté passaient forcément par des études, d'une part, mais aussi par une autonomie matérielle. Ce que j'ai essayé d'avoir et ce que j'ai obtenu. Alors après, le militantisme, il est sur des causes. Moi, il y a des causes que je défends depuis maintenant plus de 20 ans. C'est la lutte contre les addictions des jeunes, et puis la lutte contre les violences faites aux femmes. Et dans le package lutte contre les violences faites aux femmes, il y a l'aspect égalité homme-femme, qui est un combat pour moi depuis maintenant pas loin de 30 ans, parce que j'avais commencé déjà au lycée. Et l'engagement politique au sens partisan, c'est lorsque j'ai commencé comme collaboratrice de Nicolas Sarkozy au ministère de l'Intérieur, où il avait une définition de la sécurité qui, moi, m'intéressait et correspondait à les principes et les valeurs que je me disais de la sécurité. Et donc, petit à petit, j'ai pu effectivement faire des choses avec lui quand il était ministre de l'Intérieur. D'ailleurs, mon retard aujourd'hui est lié aux événements d'hier, parce qu'il a fallu faire quelques interventions suite aux violences qui ont lieu hier. Et puis, ça me permet de faire une petite parenthèse, de m'excuser également pour l'annulation que j'ai faite la dernière fois, parce que nous avions des votes importants au Parlement européen, et donc on avait été prévenu 48 heures avant de la nécessité de présence pour le vote. Et donc aujourd'hui, j'ai
j'ai été ministre de la Justice, vous aurez sans doute des questions à poser sur la sécurité, j'espère, je trouve que c'est un combat permanent. En tant que député européen, moi je suis très engagée sur les questions énergétiques, je suis à la commission d'énergie et d'industrie, sur les questions affaires économiques et monétaires. Mais ce qui est intéressant au-delà des engagements et des principes que l'on porte, y compris au Parlement européen, moi je considère que c'est un Parlement plutôt de la loi du plus fort, plutôt qu'un Parlement de compromis dans la méthode de travail. Et aussi comme vice-présidente de l'UMP, et comme maire du 7e arrondissement, évidemment, il y a des enjeux de politique nationale. Alors, sur le thème de la conférence, qui est le débat d'aujourd'hui, qui est est-ce que l'Europe est une réalité objective ou une utopie, moi je vais dire les deux. Une réalité objective, c'est une réalité aujourd'hui, l'Europe. On n'aurait pas pu imaginer qu'au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, on aurait pu mettre à la même table l'Allemagne et la France. D'ailleurs, sans doute, avez-vous autour de vous, moi je connais encore des personnes qui ont du mal avec les Allemands. Moi je connais des gens qui ne veulent pas aller en Allemagne, qui ne veulent pas qu'on parle aux Allemands. Et puis dans le 7e arrondissement, où je fais beaucoup de cérémonies de mémoire, je discute encore avec des anciens combattants qui ont encore du mal avec cette idée européenne. Et aujourd'hui, pour toute une génération à laquelle nous appartenons, l'Europe est une évidence. C'est une évidence. Sauf que l'Europe, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était une utopie que de dire qu'on a la même table, l'Allemagne et la France, et tous ceux qui sont arrivés ensuite. Donc ça a été d'abord une réalité objective, c'était d'abord de dire on est unis pour la paix. C'était ça le premier objectif. Ensuite, on a fait une communauté économique. Alors d'abord, on a fait du charbon et l'acier, puis après on a eu un grand marché économique. Ensuite, on a eu une Europe des droits. De plus en plus, on a eu des droits qui se sont constitués, qu'on a défendus. Et puis, on souhaite aujourd'hui, moi c'est ce que j'essaye de porter, et ce qui n'est pas simple, c'est d'avoir une Europe politique. Et là, on est, je pense, dans l'utopie, encore. Parce que l'Europe politique, on est aussi encore dans les rivalités ou les concurrences de souveraineté, parfois. Et sur des sujets extrêmement importants, et on s'y est confronté de près. Moi, je suis confrontée dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne comme garde des Sceaux, sur des sujets liés à la justice, à la sécurité, où là, on avance par nécessité. L'Europe se construit au niveau judiciaire et l'Europe de la sécurité par nécessité. Je vous donne un exemple, c'est le mandat d'arrêt européen. On en a parlé mais pendant très 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 longtemps. C'est un sujet récurrent. Et quand il y a eu les attentats du 11 septembre, on s'est rendu compte que ce mandat d'arrêt européen était un outil essentiel. Et je peux vous dire que c'est un outil aujourd'hui incontournable, qui est un outil national, de politique pénale nationale, et donc un outil pénal au niveau européen, mais également avec les pays tiers, puisque moi je travaille beaucoup avec les États-Unis sur la lutte avec les programmes de lutte contre le terrorisme, et le mandat d'arrêt européen est un sujet qu'ils évoquent de manière assez régulière et qui est très utile pour eux, notamment dans la lutte contre le terrorisme. Et donc, sur le sujet de sécurité, j'allais dire sur la concurrence, sur les aspects économiques, sur la politique étrangère, et je pense que vous êtes plus concernés par ces aspects-là, alors là on n'y est pas. Moi je trouve que tout sur papier, c'est une réalité. Dans la réalité, c'est une utopie. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas de politique étrangère commune. Elle n'existe pas, malgré le traité de Lisbonne, qui a voulu effectivement qu'on crée un haut représentant aux affaires étrangères. Moi, j'ai été dans le petit comité de rédaction lorsqu'on est passé de la Constitution qui a été refusée par les peuples, et puis à ce qu'on appelait à l'époque le mini-traité, qui est devenu le traité simplifié, puis le traité de Lisbonne. Et c'est vrai que si vous regardez dans ce traité, franchement, on a tout pour avoir une politique étrangère commune, de parler d'une seule voix. Et si vous vous souvenez, ce haut représentant aux affaires étrangères, qu'on avait qualifié à l'origine dans le document, dans le mini-traité, traité simplifié, on avait appelé ça un ministre des Affaires étrangères. Que certains n'avaient pas voulu, ne souhaitaient pas qu'on le qualifie comme ministre des Affaires étrangères pour des aspects de souveraineté. Mais pourquoi on avait souhaité cette création? Et on voit l'utilité aujourd'hui, mais à l'époque c'était pour le conflit israélo-palestinien. Pourquoi? Parce que tous les pays européens parlaient de manière assez désordonnée sur ce sujet qui impactait le monde entier et sur ce conflit qui impactait le monde entier.
Et on s'est dit, il faut parler d'une seule voix sur ce conflit. Et depuis, j'ai le sentiment qu'on l'a un peu oublié ce conflit, puisqu'on a eu tellement d'autres sujets de politique étrangère où l'Europe devait effectivement prendre toute sa place, elle ne l'a pas fait. Regardez sur le printemps arabe, moi je n'ai eu de cesse de déplorer l'absence de la voix européenne. Moi je regrette, je vous le dis, j'ai voté Barroso parce que j'ai respecté, j'étais très réticente au renouvellement de ce mandat. J'ai voté par discipline de groupe politique, mais je considère que sur ce mandat-là, la politique étrangère de l'Europe est un échec. Et en particulier sur le printemps arabe. Moi, je considère que c'est un total échec. Regardez la Libye, regardez la Syrie, regardez l'Égypte, la Tunisie, même l'Algérie et le Maroc, on essaie effectivement, c'est une stabilité qui n'est pas liée à l'Europe, qui est liée à leur gouvernant à ce jour. Mais moi, depuis que je suis député européen, je suis allée en Irak, en Afghanistan, je suis allée en Syrie, je suis allée au Liban, je suis allée en Israël. Vous vous rendez bien compte que on finance, on fait du saupoudrage de crédit. Vous trouvez partout du crédit européen, partout où vous allez. On trouve du crédit européen. Mais vous ne trouvez pas de principe politique. Vous ne trouvez pas une action politique forte. Et moi, je considère que la politique, alors bien sûr, on peut le faire, moi je peux vous réciter par cœur le traité, les grands principes, les débats qu'on a au Parlement, les résolutions, oui, mais moi je pense que la politique, c'est aussi, c'est la réelle politique au sens vrai du terme, c'est d'aller sur le terrain, s'y confronter, d'être observateur pour les élections et de voir comment ça se passe, d'entendre les groupes politiques. Parfois même, quand on parle des intégrismes ou de l'obscurantisme, moi je considère que parfois on qualifie d'intégrisme ce qui ne l'est pas. Mais et aussi on considère des partis politiques comme étant des démocrates et ils ne le sont pas. Et on dit, ah ben si, on doit leur donner leur chance, ils ont accédé au pouvoir de manière la plus démocratique. Oui, mais la démocratie, parfois vous avez eu des dictatures qui sont arrivées au pouvoir de manière la plus démocratique qui soit. Moi j'ai connu des pays où et ça a été un massacre ensuite. Donc notre responsabilité, et c'est comme ça que je conçois mon mandat de député européen, c'est certes d'être au Parlement, de voter des textes, de pouvoir parler en 2 minutes et demie, et pas en 2 minutes 60 ou en 2 minutes 42, mais c'est d'être sur le terrain, c'est d'entendre. Je vais vous dire, sur la Libye, si vous reprenez bien, j'ai fait des déclarations et des communiqués de presse en prévoyant exactement ce qui se passe aujourd'hui. Moi, j'avais contesté, ça m'avait quelques difficultés avec Nicolas Sarkozy à l'époque. Je trouvais que notre action est arrivée. Moi, je trouve que le sujet, c'est pas de pouvoir faire la guerre ou d'agir, c'est de suivre après ce qui se passe. Dès le début, c'est-à-dire avant même que... Quand il y a une initiative franco-britannique, j'y étais favorable. Moi, c'est l'après que j'ai trouvé moins glorieux, mais et quand je suis revenue en Libye, avant même qu'il y ait ce qui se passe aujourd'hui, les Libyens m'ont dit très clairement, en disant, nous allons épurer, nous allons effectivement empêcher tous ceux qui ont côtoyé Kadhafi d'être au pouvoir d'y accéder, d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est exactement ce qui se passe. Donc on ne peut pas dire qu'on ne savait pas. On ne peut pas dire qu'ils ne nous l'ont pas dit. Donc je trouve que l'Europe aujourd'hui, est-ce que c'est un manque de courage? J'en sais rien. Est-ce que c'est un problème de personne? J'en sais rien. Je ne veux pas être désagréable. Comme je dis toujours, être désagréable c'est tellement facile. Mais je trouve ça dommage. C'est comme la Syrie. Alors c'est vrai, on dit maintenant Assad c'est terminé, d'accord, mais est-ce qu'il y a une opposition construite avec laquelle, est-ce que l'opposition parle d'une seule voix? Enfin, je veux pas. C'est avons-nous une opposition construite aujourd'hui avec laquelle on peut dialoguer, avec laquelle on peut dire effectivement l'opposition, vous en avez au gouvernement syrien aujourd'hui, vous en avez dans la rue, vous en avez à l'étranger, vous en avez. Donc c'est très compliqué, mais forcément ces sujets-là sont complexes. Mais encore faut-il qu'on ait une volonté politique. Et si on a une volonté politique d'agir, peut-être qu'on pourra trouver une solution. Mais moi, je considère qu'aujourd'hui, la volonté politique, elle est comme les subventions, elle est saupoudrée, pour ne pas dire dispersée.